Bonjour, donc je vais aujourd'hui vous faire un petit résumé rapide des cavaliers. J'espère tenir en 15 minutes tout ce que j'ai à vous dire pour vous faire une petite révision donc sur cette œuvre que nous avons au programme cette année. Donc les cavaliers, c'est une pièce d'Aristophane, c'est la première qu'il a signée sous son nom et donc elle a été jouée pour la première fois en moins 424 avant Jésus-Christ. Donc elle présente finalement toutes les formes de grincement que l'on pourrait attendre d'une démocratie qui ne fonctionne plus très bien. Et donc elle est une critique acerbe de tous les dysfonctionnements de la démocratie. Alors on peut d'abord souligner les thèmes avant d'en venir aux textes majeurs et aux citations majeures. Alors pour ce qui est des thèmes, en fait, il y a une sorte de gradation dans la gravité de ce qui est dénoncé par Aristophane. Premièrement, il dénonce la démagogie en fait des dirigeants, donc c'est le mauvais usage de la parole avec une instrumentalisation de la rhétorique pour parvenir à ses fins, la fin étant d'arriver au pouvoir par tous les moyens, donc d'une manière un peu machiavélique. Le deuxième niveau de dysfonctionnement est celui finalement de l'immoralité des dirigeants, parce que non seulement les dirigeants utilisent le langage pour arriver à leur fin, mais ils sont profondément immoraux. Il y a des décalages entre les promesses électorales et la réalité, une instrumentalisation de la religion, donc utilisation de promesses par exemple de faire les hécatombes, c'est-à-dire de tuer 100 bœufs, alors que cela ne sera peut-être pas le cas, donc avec les instrumentalisations aussi des oracles. Donc aucun respect pour la religion de la part de ses dirigeants, et aussi une instrumentalisation encore plus grave, je dirais, de la guerre. Donc où la guerre du Péloponnèse, qui sert d'arrière-fond à cette pièce, est instrumentalisée par les dirigeants. Également, cette immoralité se traduit par la corruption de la justice. Donc on a déjà une bonne gradation de dysfonctionnement. Alors ça se cristallise autour d'un troisième thème, je dirais, c'est la violence physique des dirigeants, une violence morale qui devient une violence physique dans la pièce, de manière comique. L'agone, qui devait être vertueux pour faire entendre de manière pacifique donc divers points de vue, devient un pugilat, donc avec des arguments ad hominem et des coups bas entre les futurs représentants. Donc il y a une crise de la représentation, même dans une démocratie directe comme celle d'Athènes. Et une crise également de l'impérialisme athénien, cet esprit d'universalité des valeurs soi-disant bénéfiques que les Athéniens veulent mettre en avant. Alors le quatrième niveau, qui est encore plus grave, c'est finalement que le peuple lui-même n'est pas digne d'une démocratie réussie dans cette description. Parce que ce qui est souligné, et c'est encore plus grave, c'est la faiblesse du peuple. D'une part parce que le peuple apparaît comme ignorant, apparaît comme faible, centré sur sa sphère privée, donc bassement matérialiste, instrumentalisant le mistos, cette offre de 3 oboles qui est donnée en échange de la participation à la vie citoyenne. Donc c'est déjà une première chose, que le peuple est peu enclin à participer à la vie collective et à sacrifier du temps pour la chose publique. Mais un autre niveau apparaît, c'est que le peuple est profondément versatile, finalement assez changeant et donc instable. Et à un autre niveau, il paraît non seulement aveuglé et ignorant, mais également lui-même immoral. Donc son égoïsme n'ayant pas de fin, puisqu'il est même conscience de mal agir, il a conscience d'aimer être manipulé. Donc là, ça se dégrade à un niveau extrême, on va dire. Et il y a un apaisement final, mais on y croit guère. Donc c'est la version sombre de la démocratie qui apparaît à travers le rire, les sarcasmes et ces parodies d'Aristophane. Alors voyons quelques textes clés. Donc j'en ai ciblé 6. Donc vous pouvez suivre dans le livre les extraits. Donc le premier passage en fait se situe le texte 1, page 51-52. Donc vous pouvez suivre dans le livre. Alors les thèmes de ce passage sont les suivants.
il peut être utilisé dans une dissertation pour parler de la corruption du peuple qui apparaît comme un vieillard atrabilaire, un grignoteur de fèves, on va le voir. Vous pouvez le mentionner pour parler de la manipulation du peuple par les dirigeants, puisque le Paphlagonien qui incarne Cléon lui a toute capacité critique en lui disant simplement de mâcher, de remâcher les 3 oboles du Mistos et de ne s'occuper de rien. Donc il retire au peuple sa conscience critique. Et on peut en parler pour commenter l'instrumentalisation de la guerre, puisque le Paphlagonien se vante d'avoir pétri un pain de Laconie et de l'avoir remis au démos, alors qu'en fait il n'a fait que usurper des faux titres, puisque lui-même n'a pas été au vrai combat, puisque ce sont Nicias et Démosthène en réalité les 2 serviteurs qui ont réellement les honneurs dans cet événement de la guerre du Péloponnèse. Alors je vous lis juste l'extrait qui peut correspondre, page 51-52 que vous pouvez retenir, puisqu'il nous faut retenir des extraits. Le serviteur parle, nous avons un maître, c'est un caractère mal embouché, un grignoteur de fèves, facilement irritable. Il s'appelle Démos, il est originaire de Pnyx, la Pnyx étant l'endroit où siège l'assemblée. C'est un vieux bonhomme atrabilaire à moitié sourd. Voilà la première citation. Et la deuxième, page 52, c'est Cléon qui parle sous les traits du Paphlagonien. Ô Démos, contente-toi de juger une seule cause, et puis va prendre ton bain, après quoi occupe-toi d'avaler, de mâcher, d'absorber et de digérer cette pièce de 3 oboles. Et on voit encore la suite de la perfidie de Cléon. J'avais préparé un pain de Laconie, et voilà que ce maître fourbe me l'escamote, nous dit le serviteur, en passant au pas de course pour aller lui-même offrir à Démos ce que j'avais pétri de mes propres mains. Donc voilà, on voit que la violence se traduit par le fait que les serviteurs veulent presque se donner la mort, avec beaucoup d'ironie, cela est dit dans la fin de ce texte. Alors, texte 2, puisqu'il faut aller vite et aller à l'essentiel. Le texte 2, en fait, se situe page 64-65. Et donc, c'est un texte qui questionne le choix de l'homme providentiel par les cavaliers, puisque les cavaliers essayent de sauver la démocratie athénienne, mais pour la sauver des griffes du Paphlagonien, ils choisissent un charcutier qui est encore plus immoral et encore pire que lui. Donc là, c'est l'humour d'Aristophane de montrer que le choix d'un homme providentiel peut se révéler encore plus calamiteux que les dirigeants qui étaient là précédemment. Et donc on a une escalade de l'immoralité. La démocratie s'enfonce de plus en plus profondément dans un régime de violence chaotique. Le charcutier est lui-même étonné d'avoir cette responsabilité qui lui incombe. Il a l'impression de ne pas être formé. Donc vous pouvez citer ce texte pour parler de l'incompétence des dirigeants, l'incompétence des représentants, qui apparaissent comme incultes, immoraux et non éduqués. Donc, il y a l'importance de l'éducation qui ici fait défaut. Alors je vous cite le texte, page 64. Donc le charcutier explique qu'il est tout à fait... je ne pense pas être digne d'une telle puissance, dit-il. Et le premier serviteur lui répond pour gouverner le peuple, il ne faut pas un homme pourvu d'une bonne culture et d'une bonne éducation, il faut un ignorant doublé d'un coquin. Aussi aurais-tu tort de refuser ce que t'offrent les dieux par la voix de leur oracle. Alors, si on continue, ensuite on a le texte 3 qui se situe page 90-91. Donc page 90-91, c'est le début de la parabase. Donc c'est le moment où le chœur en fait va prendre sa part avec les chants et les danses, et le coryphée va parler en faveur d'Aristophane. Alors donc il y a une sorte de parodie de la tragédie dans ce passage. Le coryphée cherche à instruire le public sur les dérives liées à une mauvaise façon d'élire ses dirigeants. En fait, ici, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on a un parallèle entre le théâtre et la politique. La politique apparaît comme une grande mascarade, et de l'autre côté, le théâtre va présenter des thèmes politiques et faire réfléchir à la politique.
Et le poète, comme Aristophane, va être celui qui ose dire des vérités. Hein, il ose dire des vérités, il marche courageusement contre Typhon et ses ouragans, c'est page 90. En fait, pourquoi il ose dire des vérités? C'est qu'à travers les rires, en fait, la comédie se révèle délicate. Elle va parler de choses graves, hein, de la guerre, etc. Donc il n'y a rien de plus difficile que de mettre en œuvre une comédie, c'est ce que dit le Coryphée. Et en fait, le Coryphée va dire au public de faire attention à sa versatilité et à son ingratitude envers ses dirigeants passés. Il va dire qu'il ne faut pas modifier sans cesse son dirigeant et il ne faut pas donc se laisser entraîner hein, donc collectivement à des votes spectacles, hein, donc on va dire. Donc, on peut citer ici « Il connaît votre humeur qui varie chaque année hein, ». On voit la versatilité du peuple et le danger d'une élection qui ne se fait pas bien. Alors, Aristophane se vante lui-même d'avoir pris le temps de donner avant de donner son vrai nom pour signer sa comédie. Il dit qu'il faut d'abord avoir une certaine expérience. Hein, il fait la comparaison avec des rameurs. Pour pouvoir diriger quelque chose, il faut d'abord de l'expérience. Il ne faut pas se jeter comme ça trop rapidement en prétendant qu'on a du pouvoir. Alors ensuite, texte 4, c'est le texte très croustillant du récit du tribunal par le charcutier qui se trouve page 97. Donc on n'y assiste pas directement, mais par un effet de mise en scène, le charcutier va jouer tous les personnages et il va y avoir une sorte de mise en abîme du théâtre. Donc le charcutier raconte comment il a enfumé, il ne faudrait peut-être pas mettre ça dans une copie, mais comment il a corrompu le tribunal de la Boulay. En fait, le Paphlagonien voulait qu'il soit accusé, et à juste titre, puisqu'il l'avait frappé, encouragé par les cavaliers, mais il s'en sort indemne et sans jugement, parce qu'il a détourné l'attention en fait, du public. Donc là, vous pouvez citer ce texte pour parler des fausses promesses, puisqu'il parle de sacrifier des hécatombes de bœuf. Il y a des surenchères en fait dans les offrandes religieuses qui deviennent délirantes. Ensuite, vous avez une instrumentalisation de la guerre avec cette question d'une promesse que les anchois sont moins chers en temps de guerre. Et puis finalement, plus personne n'écoute Cléon lorsqu'il parle de paix. Et donc, juste pour quelques oboles de coriandre, le charcutier a gagné la partie. Et on voit que les citoyens sont de leur côté facilement corruptibles, puisqu'ils sautent allègrement par-dessus les barrières et se laissent convaincre que la guerre est tout à fait dans leur intérêt. Je cite page 98. « Parlez de paix maintenant, imbéciles, à présent qu'ils savent que nous avons ici les anchois pour rien. Nous n'avons pas besoin de la paix, continuons la guerre. » Et donc, sur ce, il crie au prytane de lever la séance, et puis il saute de tous côtés, par-dessus la balustrade, etc. Et c'est là que pour une obole d'Oriande, il y a une corruption, en fait, des citoyens. Donc ensuite, les derniers textes sont le texte 5, page 126, où vous avez une instrumentalisation des oracles. Donc c'est très long, on ne peut pas forcément tout citer, mais très intéressant, ce lien, cette collusion entre politique et religion. Hein, donc on utilise la puissance de la religion, son aura sacrée pour servir des intérêts personnels avec des fausses interprétations. Hein, donc là, ça peut être mis en parallèle avec Philippe Ross aussi, avec finalement les complots en fait. On dit aux autres qu'ils interprètent mal la situation et qu'il faut réinterpréter différemment, avec des multiplicités d'interprétations dans lesquelles on se perd. Hein. Donc on perd le peuple en lui servant un discours troublé, auquel il ne comprend rien et auquel il doit se fier. Hein. Donc finalement, c'est sur cette instrumentalisation de la religion qu'on peut pointer ici le doigt. Alors on peut juste signaliser aussi l'humour de ce bestiaire en fait d'Aristophane, où le Paphlagonien apparaît comme un chien. C'est moi qui suis le chien, j'aboie pour toi, etc. Hein, donc cette idée de finalement vouloir protéger le peuple en étant l'homme fort, celui qui aboie. Hein, voilà. Alors le dernier texte, puisqu'il me reste 20 secondes, c'est celui page 134-135, où le démos apparaît centré sur le bon traitement personnel qu'on lui réserve, et son égoïsme apparaît de manière criante.